Il existe des lois invisibles qui gouvernent chaque interaction humaine, des règles non écrites que la société nous enseigne depuis l'enfance et que nous suivons aveuglément, croyant qu'elles nous protègent, qu'elles nous rendent acceptables, qu'elles nous garantissent l'affection et le respect d'autrui. Pourtant, derrière le masque de la courtoisie et de la bienséance, se cache une vérité que peu osent regarder en face. Ces mêmes règles qui promettent l'harmonie sont précisément celles qui érodent silencieusement ton autorité, qui transforment ta gentillesse en faiblesse perçue, qui font de toi un personnage secondaire dans ta propre existence. La tragédie n'est pas que tu ignores cette réalité, mais que tu y contribues quotidiennement, souriant aux situations qui te diminuent, approuvant les dynamiques qui t'enchaînent, croyant sincèrement que c'est ainsi qu'on gagne le respect, alors que c'est précisément ainsi qu'on le perd. Observe autour de toi ceux qui commandent véritablement l'estime et l'admiration. Rarement sont-ils les plus accommodants, les plus prévisibles, les plus empressés à plaire. Au contraire, ils semblent posséder une gravité naturelle, une capacité à se tenir fermement dans leur position sans s'excuser d'exister, une aisance déconcertante à tracer des frontières là où d'autres construisent des ponts par pur réflexe social. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la lucidité. Ils ont compris ce que les anciens maîtres de la stratégie humaine enseignaient déjà il y a des siècles. Que le respect n'est jamais un cadeau offert par autrui, mais une position conquise par celui qui refuse de se dissoudre dans les attentes collectives, qui ose décevoir quand sa dignité l'exige, qui comprend que certaines bienveillances sont des abdications déguisées. Ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes pourrait ébranler des certitudes profondément ancrées en toi. Ces 7 règles sociales que nous allons décortiquer ensemble ne sont pas des conventions mineures ou des habitudes anodines. Ce sont des mécanismes psychologiques puissants qui façonnent la manière dont les autres te perçoivent, te positionnent dans leur esprit, décident inconsciemment de la valeur qu'ils t'accordent. Chacune de ces règles fonctionne comme une lame invisible. Tu crois qu'elle te protège, mais elle te blesse à petit feu. Tu penses qu'elle te rapproche des autres, mais elle creuse un fossé entre l'image que tu projettes et le respect que tu mérites. Et le plus troublant, c'est que personne ne t'a jamais expliqué leur véritable nature, car la société bénéficie de citoyens dociles, prévisibles, facilement manœuvrables. La sagesse ancienne nous enseigne que les hommes jugent davantage par les yeux que par les mains, car chacun peut voir, mais peu peuvent toucher la réalité sous l'apparence. Les gens réagissent à ce qu'ils perçoivent, non à ce qui est véritablement. Si tu te comportes comme quelqu'un de négligeable, tu seras traité comme tel, quelles que soient tes qualités intrinsèques. Si tu te plies systématiquement au désir d'autrui, on te considérera comme un instrument plutôt que comme un individu. Ce n'est ni juste ni injuste, c'est simplement ainsi que fonctionne la nature humaine, dans sa réalité brute, débarrassée des idéalisations confortables que nous préférons croire. Le respect se gagne dans les micro-décisions quotidiennes, dans ces instants où tu choisis entre maintenir une frontière ou la laisser franchir, entre affirmer une vérité inconfortable ou répéter un mensonge rassurant. Prépare-toi à regarder en face ces habitudes que tu as toujours considérées comme vertueuses, ces réflexes sociaux que tu croyais être des marques de maturité et de sagesse. Ce voyage exigera de toi une honnêteté brutale, car reconnaître qu'on a contribué à sa propre diminution est l'une des prises de conscience les plus difficiles qui soient. Mais c'est aussi la plus libératrice, car une fois que tu verras clairement les mécanismes qui t'ont maintenu dans une posture de soumission déguisée, tu pourras enfin choisir consciemment une autre voie, celle où ton respect ne dépend plus de l'approbation constante d'autrui, mais de l'intégrité inébranlable avec laquelle tu te tiens dans le monde. Commençons donc ce parcours ensemble, armés de lucidité et du courage de remettre en question ce que la société nous a appris à accepter, sans réfléchir. La première règle sociale qui détruit ton respect en silence est celle qui t'enseigne à toujours dire oui,
à être constamment disponible, à répondre immédiatement à chaque sollicitation, comme si ton existence n'avait de valeur que dans le service rendu à autrui. Depuis l'enfance, on t'a conditionné à croire que refuser est synonyme d'égoïsme, que poser des limites révèle un caractère difficile, que dire non fait de toi quelqu'un de méchant ou d'indifférent. Cette programmation sociale est d'une efficacité redoutable, car elle transforme ta complaisance en réflexe automatique, en mécanisme de défense contre la culpabilité et le jugement. Pourtant, observe attentivement ceux qui commandent véritablement le respect autour de toi. Ils ne sont jamais entièrement accessibles, jamais totalement prévisibles dans leur disponibilité. Les anciens maîtres de la stratégie politique comprenaient une vérité fondamentale. Ce qui est trop facilement obtenu perd immédiatement sa valeur aux yeux de celui qui le reçoit. Lorsque tu dis oui à chaque demande, lorsque tu te précipites pour répondre à chaque message, lorsque tu réorganises constamment ta vie pour accommoder les besoins d'autrui, tu envoies un message inconscient mais puissant. Mon temps n'a pas de valeur. Mes priorités sont négociables. Mon existence peut être interrompue sans conséquence. Ce n'est pas de la générosité, c'est de l'autodépréciation déguisée en vertu. Et les gens, même s'ils apprécient ta disponibilité dans l'instant, finissent par te classer mentalement dans la catégorie des ressources toujours accessibles, des options secondaires, des personnes qu'on sollicite quand les autres ne sont pas disponibles. Le paradoxe cruel de cette dynamique est que plus tu es disponible, moins on te valorise. Les relations humaines fonctionnent selon des principes économiques fondamentaux. La rareté crée la valeur. L'abondance génère l'indifférence. Quand tu es constamment là, toujours prêt à répondre, perpétuellement accommodant, tu deviens invisible dans ton omniprésence même. On ne remarque plus ta présence. On remarque seulement ton absence quand, exceptionnellement, tu n'es pas disponible. Et même alors, ce n'est pas ton manque qui est ressenti, mais l'inconfort de devoir gérer une situation sans ton aide habituelle. Tu es devenu une fonction plutôt qu'une personne, un service plutôt qu'un individu digne de considération. La véritable générosité, celle qui commande le respect, ne réside pas dans l'abondance indiscriminée de ton temps et de ton énergie, mais dans la sélectivité consciente de tes engagements. Dire non à ce qui ne t'honore pas, à ce qui ne résonne pas avec tes valeurs, à ce qui ne nourrit pas tes priorités authentiques, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'intégrité. C'est reconnaître que ton temps est ta ressource la plus précieuse, celle que tu ne pourras jamais récupérer une fois dépensée. Chaque oui que tu prononces est en réalité un non à quelque chose d'autre, souvent à toi-même, à tes projets, à ta tranquillité, à ta dignité. Et les gens intuitivement perçoivent cette différence entre celui qui donne par faiblesse et celui qui choisit de donner par force. Commence à observer comment réagissent les autres lorsque tu poses des limites claires, lorsque tu dis non sans t'excuser excessivement, lorsque tu prends le temps nécessaire avant de répondre. Initialement, il y aura peut-être de la surprise, voire de la résistance, car tu as établi un précédent de disponibilité totale et les gens s'y sont habitués. Mais progressivement, quelque chose de fascinant se produit. Ton oui acquiert une valeur qu'il n'avait pas auparavant. Quand tu accordes ton temps ou ton aide, cela devient un cadeau véritable, plutôt qu'une obligation attendue. Les gens commencent à apprécier ta présence différemment, à la considérer comme un privilège, plutôt que comme un droit acquis. Ton absence même devient significative, créant un espace où ta présence peut être véritablement désirée. Les maîtres stratèges de l'histoire comprenaient que le pouvoir réside dans la capacité de refuser, non dans celle d'accepter. Celui qui ne peut dire non est esclave de la volonté d'autrui. Peu importe combien il se convainc qu'il agit librement. La liberté véritable commence exactement là où tu poses une frontière, où tu affirmes qu'il existe des choses que tu ne feras pas, des concessions que tu ne consentiras pas, des transgressions que tu ne toléreras pas. Cette fermeté n'est pas de la dureté, c'est de la clarté. Et la clarté, dans un monde d'ambiguïté et de manipulation douce,
est une forme de respect envers toi-même qui finit invariablement par forcer le respect d'autrui. Réfléchis honnêtement à ta propre vie. Combien de fois as-tu dit oui alors que tout en toi criait non? Combien de fois t'es-tu surchargé, épuisé, sacrifié pour des gens qui n'auraient jamais fait la même chose pour toi? Combien de fois as-tu attendu une reconnaissance qui n'est jamais venue, un respect qui t'échappait malgré tous tes efforts pour plaire? Ce n'est pas parce que tu es insuffisant, c'est parce que tu as donné trop librement ce qui devait être précieux. Le respect ne s'obtient pas par l'accumulation de services rendus, mais par la démonstration constante que tu te respectes toi-même suffisamment pour ne pas te dissoudre dans les besoins d'autrui. C'est une leçon difficile, souvent apprise au prix de nombreuses déceptions. Mais une fois comprise, elle transforme radicalement la nature de toutes tes relations. La deuxième règle sociale qui érode ton respect est celle qui t'encourage à toujours t'excuser, à te justifier constamment, à minimiser ta propre légitimité comme si ton existence même nécessitait une permission perpétuelle. On t'a enseigné que s'excuser est une marque de politesse, que reconnaître tes torts démontre ta maturité, que t'expliquer continuellement prouve ta bonne foi. Et bien que ces comportements aient leur place dans des contextes appropriés, leur utilisation excessive et indiscriminée te transforme en quelqu'un qui semble perpétuellement en faute, constamment en position défensive, éternellement redevable d'explications pour des actions qui n'en requièrent aucune. Observe comment les personnes qui commandent naturellement l'autorité s'expriment. Elles énoncent leurs décisions sans les noyer dans des justifications. Elles posent leurs limites sans s'excuser d'avoir des besoins. Elles occupent l'espace sans demander tacitement pardon d'exister. Ce n'est pas de l'arrogance mal placée, c'est la reconnaissance que leur perspective a autant de validité que celle de n'importe qui d'autre, que leurs choix n'ont pas besoin d'être approuvés universellement pour être légitimes, et que leur simple volonté constitue une raison suffisante pour certaines décisions. Cette posture n'émerge pas d'un sentiment de supériorité, mais d'une égalité présumée. Ils ne s'excusent pas plus qu'ils n'exigent d'excuses pour des désaccords ordinaires ou des préférences différentes. La sagesse politique ancienne nous enseigne que celui qui se justifie excessivement révèle son insécurité, et l'insécurité, une fois perçue, invite invariablement la domination. Les gens testent inconsciemment ta fermeté à travers leurs demandes, leurs critiques, leurs transgressions subtiles de tes frontières. Lorsque tu réponds par une cascade d'excuses et d'explications, tu leur signales que ta position est négociable, que ta décision peut être remise en question, que ton confort peut être sacrifié si on applique suffisamment de pression. Ce n'est même pas un processus conscient de leur part, c'est une dynamique relationnelle primitive où la faiblesse perçue stimule automatiquement une prise d'avantage. Le problème devient particulièrement insidieux lorsque tu commences à t'excuser pour des choses qui ne sont pas des fautes, pour avoir une opinion différente, pour ne pas être disponible, pour prioriser tes besoins, pour exister avec tes particularités et tes limites. Chaque excuse injustifiée est une pierre que tu ajoutes au monument de ta propre insignifiance dans l'esprit d'autrui. Tu t'entraînes toi-même et tu entraînes les autres à considérer ta présence comme un dérangement, tes besoins comme des inconvénients, tes choix comme des transgressions nécessitant réparation. Progressivement, tu intériorises cette posture jusqu'à ce qu'elle devienne ton identité même, jusqu'à ce que tu ne saches plus comment exister sans t'excuser d'exister. Considère la différence entre une excuse authentique et une excuse réflexe. L'excuse authentique répond à une transgression réelle, à un tort causé, à une promesse non tenue. Elle est spécifique, sincère, accompagnée d'une intention de réparation ou de changement. L'excuse réflexe, en revanche, est une protection préventive contre un conflit hypothétique, un jugement imaginé, un rejet potentiel. Elle surgit automatiquement, même en l'absence de faute, transformant chaque interaction en une négociation implicite de ton droit d'avoir des besoins, des limites, des préférences. Cette habitude, apparemment inoffensive,
Communique aux autres que tu es quelqu'un dont les positions peuvent être facilement ébranlées, dont les décisions manquent de conviction, dont l'autorité sur ta propre vie est incertaine. Les grands stratèges de l'histoire humaine comprenaient que la perception de certitude est souvent plus importante que la certitude elle-même. Lorsque tu énonces une décision avec clarté, sans la diluer dans des justifications infinies, tu projettes une résolution qui décourage naturellement la contestation. Les gens acceptent beaucoup plus facilement un non ferme qu'un non hésitant accompagné de 10 raisons. Paradoxalement, moins tu expliques, moins on te questionne. Plus tu te justifies, plus on cherche des failles dans ton raisonnement. C'est comme si tes justifications elles-mêmes ouvraient des portes à la négociation, suggérant que ta décision dépend de facteurs externes plutôt que de ta volonté souveraine. Commence aujourd'hui à remarquer combien de fois tu dis « désolé » dans une journée ordinaire, combien de ces excuses répondent à de véritables fautes, et combien sont simplement des habitudes linguistiques qui minimisent ta légitimité. Essaie de remplacer certaines de ces excuses par des affirmations neutres. Au lieu de « désolé de te déranger », essaie « j'ai besoin de te parler de quelque chose ». Au lieu de « désolé mais je ne peux pas », essaie simplement « je ne peux pas » ou encore mieux « je ne serai pas disponible ». Observe les réactions, initialement surprenantes, puis progressivement normalisées. Les gens s'adaptent rapidement à ta nouvelle posture et ce faisant, ils ajustent inconsciemment leur perception de ta valeur et de ton autorité. Le respect que tu cherchais, en t'excusant constamment, émerge naturellement lorsque tu cesses de présenter ta propre existence comme une imposition aux autres. La troisième règle sociale destructrice est celle qui te conditionne à éviter tout conflit, à prioriser l'harmonie superficielle au détriment de la vérité, à sourire et acquiescer même lorsque quelque chose te déplaît profondément. La société moderne a élevé l'évitement du conflit au rang de vertu suprême, te convainquant que les désaccords sont dangereux, que la confrontation est toxique, que maintenir la paix à tout prix démontre ta maturité émotionnelle. Mais cette paix que tu préserves si soigneusement n'est qu'une illusion fragile, construite sur le sacrifice répété de ton authenticité, sur l'accumulation de ressentiments non exprimés, sur la négation systématique de tes véritables sentiments. Les maîtres de la nature humaine ont toujours su qu'un conflit évité n'est jamais résolu, seulement reporté et amplifié. Chaque fois que tu ravales une objection légitime, chaque fois que tu laisses passer un commentaire blessant sans répondre, chaque fois que tu feins l'accord alors que tu es en désaccord, tu envoies un message clair. Mes frontières sont floues, mes convictions sont négociables, mon confort peut être sacrifié pour éviter ton inconfort. Les gens, consciemment ou non, testent continuellement où se situent tes limites réelles. Quand ils découvrent que tu n'en défends aucune, quand ils réalisent que tu absorberas indéfiniment leurs transgressions pour préserver une harmonie artificielle, ton respect s'évapore dans leur esprit. Le paradoxe troublant est que ceux qui évitent systématiquement les conflits finissent par vivre dans un état de tension permanente bien plus épuisant qu'une confrontation ponctuelle ne l'aurait jamais été. Tu portes en toi le poids de 1000 petites capitulations, de centaines de moments où tu aurais dû parler, mais tu as choisi le silence, de dizaines de situations où ton intégrité réclamait une position ferme, mais tu as opté pour la complaisance. Cette accumulation crée une dissonance interne corrosive, un fossé grandissant entre qui tu es vraiment et qui tu prétends être. Et les autres, même s'ils ne peuvent pas articuler précisément ce qu'ils perçoivent, sentent intuitivement cette inauthenticité, cette fragilité, cette disponibilité à être manipulé. La sagesse stratégique ancienne nous rappelle que celui qui veut être aimé de tous ne sera respecté de personne. Le respect n'est non pas de l'accord universel, mais de la cohérence entre tes paroles et tes actions, entre tes valeurs proclamées et tes comportements réels. Quand tu défends une position impopulaire parce qu'elle est juste, quand tu nommes une injustice, même si cela crée de la tension,
Quand tu refuses de participer à quelque chose qui viole tes principes, même au prix de l'approbation sociale, tu démontres une intégrité qui commande le respect même de ceux qui ne sont pas d'accord avec toi. Il y a une dignité incontestable dans la personne qui tient bon face à la pression, ou qui ne se dissout pas dans le consensus pour être acceptée. Regarde attentivement comment fonctionnent les relations de pouvoir autour de toi. Celui qui craint le conflit est toujours en position de faiblesse face à celui qui l'accepte sereinement. Si je sais que tu feras n'importe quoi pour éviter un désaccord ouvert, je peux te pousser progressivement vers des territoires que tu n'aurais jamais acceptés si on te les avait présentés directement. C'est la stratégie de l'érosion graduelle, de petites transgressions, testant à chaque fois ta réaction, avançant là où tu ne résistes pas, se retirant légèrement si tu montres enfin une limite. Ceux qui maîtrisent cette dynamique peuvent te conduire très loin de tes positions initiales, sans que tu réalises pleinement comment tu es arrivé là, simplement parce que chaque étape individuelle semblait trop mineure pour justifier un conflit. La confrontation saine, contrairement à ce qu'on t'a enseigné, n'est pas de l'agression. C'est simplement l'affirmation claire de ta réalité face à une réalité différente, l'expression honnête d'un désaccord, la défense non agressive mais ferme de tes frontières. Elle peut être menée avec calme, avec respect même, mais sans compromis sur l'essentiel. Les relations qui ne peuvent survivre à une confrontation honnête n'étaient de toute façon que des châteaux de cartes, maintenus debout par ta seule complaisance. Les relations véritables, celles qui possèdent une substance réelle, se renforcent à travers le conflit bien géré, car c'est dans ces moments que tu révèles ta vraie nature et que l'autre révèle la sienne. Commence à t'exercer à la confrontation mesurée dans des situations à faible enjeu. Exprime un désaccord mineur et corrige poliment mais fermement une information erronée, nomme une situation qui te déplaît. Observe que le ciel ne tombe pas, que les gens ne te rejettent pas massivement, que souvent même, ils t'écoutent avec plus d'attention qu'avant. Ce qui se passe, subtilement mais puissamment, c'est que tu redéfinis ta place dans l'écosystème social. Tu cesses d'être la personne qui absorbe tout pour maintenir la paix, et tu deviens quelqu'un dont les opinions ont du poids, dont les limites sont réelles, dont le respect ne peut être pris pour acquis. Cette transformation ne nécessite pas que tu deviennes conflictuel ou agressif, seulement que tu cesses d'être systématiquement conciliant au détriment de ton authenticité et de ta dignité. La quatrième règle sociale qui sabote ton respect est celle qui t'enseigne à partager excessivement, à révéler indistinctement tes vulnérabilités, à confondre transparence avec absence de frontières. La culture contemporaine glorifie l'authenticité radicale, te persuadant que partager chaque difficulté, exposer chaque insécurité, révéler chaque faiblesse démontre ton courage et ta profondeur. Mais il existe une différence fondamentale entre la vulnérabilité choisie dans un contexte approprié et l'hémorragie émotionnelle indiscriminée que beaucoup pratiquent aujourd'hui, croyant qu'elle les rapproche des autres, alors qu'elle les expose à l'exploitation et au mépris déguisé en compassion. Les stratèges avisés de l'histoire comprenaient la valeur du mystère, l'importance de maintenir certaines zones d'ombre dans ta présentation de toi-même, non par duplicité, mais par reconnaissance que les êtres humains attribuent inconsciemment moins de valeur à ce qui est entièrement exposé, complètement connu, totalement transparent. Lorsque tu révèles chaque détail de ta vie, chaque tourment intérieur, chaque moment de faiblesse, tu offres aux autres une carte complète de tes points vulnérables. Et bien que certains utiliseront cette information avec bienveillance, beaucoup la stockeront inconsciemment, la déployant quand cela sert leurs intérêts, minimisant tes préoccupations ultérieures parce qu'ils ont déjà catalogué tes innombrables autres problèmes. Le paradoxe cruel de la surexposition est qu'elle crée l'effet inverse de l'intimité recherchée. Quand tout le monde connaît tout de toi, personne ne se sent particulièrement proche de toi. L'intimité véritable naît de la révélation graduelle et sélective, du partage mesuré qui reconnaît que certaines vérités sont précieuses
et ne doivent être confiées qu'à ceux qui ont prouvé leur capacité à les honorer. Lorsque tu racontes ta vie entière au premier venu, lorsque tu exposes tes luttes les plus profondes sur les plateformes publiques, lorsque tu transformes chaque difficulté en récit partagé, tu dilues la valeur de ta confiance. Celle-ci n'est plus un cadeau rare offert à quelques privilégiés, mais une marchandise commune distribuée sans discernement. La sagesse ancienne nous enseigne que les hommes respectent ce qu'ils ne comprennent pas entièrement, ce qui conserve une part de mystère, ce qui ne se livre pas immédiatement et totalement. Cela ne signifie pas vivre dans le mensonge ou la dissimulation perpétuelle, mais reconnaître que ta complexité intérieure, tes batailles privées, tes vulnérabilités profondes constituent un territoire sacré qui ne doit être partagé qu'avec discernement. Chaque révélation devrait être un choix conscient, motivé par la construction d'une relation authentique, non un réflexe automatique alimenté par le besoin de validation ou la peur d'être perçu comme fermé ou distant. Observe comment fonctionne réellement la dynamique sociale. Ceux qui se plaignent constamment, qui exposent continuellement leurs problèmes, qui sollicitent perpétuellement du soutien émotionnel, finissent par épuiser même les âmes les plus compatissantes. Non parce que leurs difficultés sont illégitimes, mais parce que l'exposition constante à la négativité crée une fatigue, une lassitude, un désir de s'éloigner de ce qui est perçu comme un puits sans fond de besoin. Les gens commencent à esquiver ces interactions, à offrir des conseils génériques pour clore rapidement la conversation, à voir la personne non comme un individu multidimensionnel, mais comme un problème ambulant. Le respect s'évapore progressivement, remplacé par une pitié mêlée d'irritation. Les maîtres de l'influence humaine savaient qu'il faut présenter une façade de force même dans les moments de faiblesse interne. Non pour tromper, mais parce que la perception de ta résilience affecte directement comment les autres te traitent. Quand tu projettes une capacité à gérer tes difficultés avec dignité, quand tu portes tes fardeaux sans les exhiber constamment, quand tu maintiens une certaine retenue, même face aux tempêtes intérieures, tu inspires le respect. Les gens te voient comme quelqu'un de solide, de fiable, de fort. Et cette perception devient auto-réalisatrice. Traitée avec respect, tu te comportes d'une manière qui le mérite davantage encore. Il est crucial de distinguer entre la vulnérabilité stratégique et la faiblesse exhibée. La première est un choix conscient de s'ouvrir dans un contexte sûr, avec des personnes qui ont gagné ce privilège pour construire une connexion authentique. Elle est mesurée, appropriée au contexte, réciproque dans les relations saines. La seconde est une hémorragie incontrôlée d'insécurité et de difficultés, souvent déversée sur des audiences inappropriées ou indifférentes, motivée par un besoin désespéré de validation ou de soulagement temporaire. Apprends à identifier la différence. La vulnérabilité stratégique te rapproche de personnes choisies et renforce le respect mutuel, tandis que l'exposition indiscriminée te fait percevoir comme fragile, instable, excessivement nécessiteux. Commence dès maintenant à cultiver une certaine réserve, non par froideur, mais par sagesse. Avant de partager une difficulté, demande-toi, cette personne a-t-elle besoin de savoir cela ? Cette révélation construit-elle quelque chose de précieux dans cette relation ? Suis-je en train de chercher de l'aide véritable ou simplement de la validation temporaire ? Ai-je la certitude que cette information sera traitée avec respect et ne sera pas utilisée contre moi plus tard ? Ces questions simples peuvent transformer radicalement la qualité de tes interactions sociales. Tu découvriras qu'en partageant moins et en choisissant mieux, tu construis des connexions plus profondes avec quelques personnes vraiment dignes de confiance, tout en maintenant une autorité et un respect dans tes interactions plus larges. Le mystère n'est pas de la manipulation, c'est de la préservation de soi dans un monde qui ne mérite pas toujours d'accéder à tes profondeurs. La cinquième règle sociale qui érode secrètement ton respect est celle qui te pousse à chercher constamment la validation externe, à mesurer ta valeur à travers les opinions d'autrui,
à modifier continuellement ta trajectoire en fonction des approbations et des désapprobations que tu récoltes. On t'a conditionné depuis l'enfance à être attentif aux réactions des autres, à ajuster ton comportement pour obtenir des sourires, des compliments, des reconnaissances. Cette sensibilité au retour extérieur, initialement utile pour l'apprentissage social, devient une prison psychologique lorsqu'elle devient ton principal système de navigation dans l'existence, lorsque chaque décision est filtrée à travers l'anticipation de l'opinion d'autrui. Les penseurs stratégiques de l'histoire ont toujours compris que celui qui dépend de l'approbation externe pour sa stabilité intérieure est facilement manipulable, prévisible dans ses réactions, contrôlable à travers la simple gestion de ce qu'on lui reflète. Si je sais que tu vis pour l'approbation, je peux te conduire où je veux simplement en modulant mon regard sur toi, en offrant ou retirant stratégiquement ma validation. Tu deviens comme un navire sans gouvernail propre, dérivant selon les vents des opinions changeantes, sans cap réel si ce n'est celui de plaire et d'être accepté. Cette posture existentielle transforme ta vie en une performance perpétuelle dont tu n'es jamais vraiment le metteur en scène. Le paradoxe dévastateur de la quête de validation est qu'elle produit l'effet inverse de celui recherché. Plus tu cherches désespérément l'approbation, plus tu te comportes d'une manière qui repousse le véritable respect. Les gens perçoivent inconsciemment ton besoin, ils sentent ta dépendance à leur opinion, et cette perception même les conduit à te valoriser moins. C'est un mécanisme psychologique primitif. Nous respectons ce qui ne semble pas avoir désespérément besoin de notre respect. Nous apprécions ce qui pourrait exister parfaitement bien sans notre approbation. Ton besoin de validation révèle une insécurité fondamentale, une absence de centre intérieur stable, une identité construite sur le sable mouvant des opinions extérieures plutôt que sur le roc de tes propres valeurs. Observe comment les personnes qui commandent naturellement l'admiration semblent imperméables aux critiques et étrangement peu affectées par les compliments. Ce n'est pas qu'elles sont insensibles ou arrogantes, c'est qu'elles possèdent un système d'évaluation interne solide, un ensemble de critères personnels à travers lesquels elles jugent leurs propres actions. Elles écoutent les retours externes avec intérêt, considèrent les perspectives différentes avec ouverture, mais ne permettent jamais à ces opinions de définir leurs valeurs fondamentales ou de déterminer leur direction. Cette autonomie psychologique est profondément séduisante pour les autres, car elle signale une force intérieure rare dans un monde d'individus qui s'agitent perpétuellement pour plaire et être acceptés. La sagesse ancienne nous enseigne que les foules sont changeantes, que l'opinion populaire oscille selon les vents de la mode et de l'intérêt momentané, que celui qui est célébré aujourd'hui sera critiqué demain, selon des caprices qui n'ont rien à voir avec sa valeur réelle. Si tu ancres ton estime dans ces fluctuations, tu condamnes ton bien-être à une instabilité permanente, à une vulnérabilité constante face aux humeurs collectives imprévisibles. Les grands esprits de l'histoire ont tous dû, à un moment donné, choisir entre suivre leur vision et satisfaire les attentes contemporaines. Ceux qui ont opté pour l'approbation immédiate sont oubliés. Ceux qui ont tenu bon face à l'incompréhension sont devenus des références. Ce qui rend cette dynamique particulièrement insidieuse dans le contexte moderne, c'est l'amplification qu'apportent les réseaux sociaux et la culture de la performance permanente. Tu as accès à un flux constant de retours, de comparaisons, de validation et d'invalidation mesurables en chiffres précis. Chaque publication devient un test d'approbation, chaque interaction une occasion de mesurer ta valeur sociale. Cette quantification de la validation crée une dépendance psychologique similaire à celle des jeux d'argent. Le renforcement variable et imprévisible maintient un comportement de recherche compulsive où tu ajustes constamment ta présentation pour maximiser les retours positifs. Mais dans cette quête, tu perds progressivement contact avec qui tu es réellement sous les couches de performance calculées pour plaire. Commence aujourd'hui à construire ton propre système d'évaluation,
indépendant des opinions extérieures. Définis clairement tes valeurs fondamentales. Qu'est-ce qui compte vraiment pour toi? Non pas ce qui devrait compter selon les autres, mais ce qui résonne authentiquement dans ton être. Établis tes propres critères de succès. Comment juges-tu si tu as bien vécu une journée, progressé vers ce qui compte, agi en accord avec tes principes? Crée des points de référence internes. Lorsque tu prends une décision, demande-toi d'abord si elle t'honore toi, si elle s'aligne avec tes valeurs, si tu pourrais te regarder dans le miroir avec intégrité, avant de te demander si elle plaira aux autres. Cette reconstruction de ton centre de gravité psychologique est un travail patient, souvent inconfortable, car il te force à affronter le vide temporaire que crée l'abandon de la validation externe comme béquille principale. Mais de l'autre côté de ce processus, t'attend une liberté et un respect authentique que tu n'as jamais connu. Celui qui émane naturellement de quelqu'un qui existe pleinement, sans permission, sans excuse, ancré dans une légitimité qui ne dépend plus du regard changeant d'autrui. La 6e règle sociale destructrice est celle qui t'incite à ignorer systématiquement les transgressions, à offrir des secondes chances infinies, à maintenir des relations toxiques sous prétexte de loyauté ou de compassion. La société te bombarde de messages, te pressant d'être compréhensif, de pardonner indéfiniment, de voir le bon en chacun, de ne jamais abandonner les gens même lorsqu'ils démontrent par leurs actions répétées qu'ils ne te valorisent pas. Cette posture, présentée comme de la grandeur d'âme, est souvent une forme de faiblesse déguisée en vertu, une incapacité à établir des conséquences réelles pour les comportements inacceptables, une tolérance qui confine à la complicité dans ta propre dévalorisation. Les maîtres de la dynamique humaine ont toujours su que les gens ne respectent que les frontières qui sont défendues, que les limites qui ne sont jamais imposées cessent rapidement d'être des limites pour devenir de simples suggestions ignorables. Lorsque quelqu'un franchit une ligne que tu as établie et qu'il ne rencontre aucune conséquence réelle, tu lui enseignes que tes frontières sont illusoires, que tes menaces sont vides, que tes protestations ne sont que du bruit sans substance. Il apprend, consciemment ou non, que tu absorberas indéfiniment ses comportements problématiques, que tu rationaliseras ses transgressions, que tu trouveras toujours une excuse pour maintenir la relation exactement telle qu'elle est. Le paradoxe douloureux de cette complaisance est qu'elle ne préserve pas les relations. Elle les dégrade progressivement jusqu'à ce qu'elles deviennent des coquilles vides, maintenues par l'habitude et la peur du changement. Lorsque tu tolères répétitivement le manque de respect, la trahison mineure, la négligence systématique, tu ne fais pas preuve de patience ou de maturité, tu te condamnes à une relation où tu es perpétuellement en position inférieure. L'autre apprend à compter sur ta tolérance, à exploiter ta loyauté, à repousser continuellement les limites, sachant que tu finiras par accepter, par pardonner, par revenir. Cette dynamique crée un déséquilibre de pouvoir toxique où ton investissement et ton respect ne sont jamais réciproques. La sagesse stratégique ancienne nous rappelle qu'il vaut mieux être seul avec son intégrité que constamment accompagné au prix de sa dignité. Les relations qui exigent que tu te diminues pour les maintenir, qui te coûtent plus qu'elles ne t'apportent, qui drainent ton énergie sans jamais la renouveler, ne sont pas des relations à préserver, ce sont des erreurs à corriger. Le courage véritable ne réside pas dans la capacité à endurer indéfiniment le dysfonctionnement, mais dans celle de reconnaître quand une situation est irréparable et d'avoir la force de t'en extraire, même si cela signifie affronter la solitude temporaire, le jugement social, l'inconfort du changement. Considère attentivement comment les gens réagissent lorsque tu commences finalement à imposer des conséquences réelles à leur comportement inacceptable. Certains se réajusteront immédiatement, réalisant qu'ils ont dépassé les bornes et que tu es sérieux dans tes limites. Ces personnes méritent peut-être effectivement une chance de corriger le tir. D'autres, cependant, réagiront avec indignation, te accusant de dureté, de changement, d'être soudainement difficile ou rigide. Cette réaction révèle la vérité. Ils s'étaient habitués à te traiter d'une certaine manière et sont contrariés que tu ne l'acceptes plus.
Leur résistance à ton affirmation personnelle est la preuve même que ton nouveau positionnement était nécessaire. Les penseurs stratégiques comprenaient qu'il existe un coût à chaque relation maintenue, un investissement en temps, en énergie, en ressources émotionnelles. Lorsque tu continues à investir dans des connexions qui ne produisent que toxicité et déception, tu détournes ces ressources de relations qui pourraient être nourricières, enrichissantes, réciproques. C'est un calcul simple, mais que beaucoup refusent de faire par peur, par culpabilité, par conditionnement social. Tu n'es pas responsable de sauver tout le monde, de réparer chaque personne cassée qui croise ton chemin, de maintenir vivantes des relations qui sont mortes depuis longtemps, mais que tu continues à ranimer artificiellement. Il est essentiel de comprendre que mettre fin à une relation toxique ou imposer des conséquences sérieuses à un comportement répréhensible n'est pas de la cruauté, c'est du respect de soi. C'est reconnaître que ton bien-être a de la valeur, que ton temps est précieux, que ta paix intérieure n'est pas négociable. Certaines personnes ne sont dans ta vie que pour t'enseigner des leçons. Et parfois, la leçon principale est d'apprendre à reconnaître ce qui ne te sert pas et à avoir la force de le laisser partir. Chaque relation toxique que tu maintiens par faiblesse occupe l'espace qu'une relation saine pourrait occuper. Chaque personne qui te manque de respect régulièrement sans conséquence t'éloigne de ceux qui te traiteraient avec la considération que tu mérites. Commence dès maintenant à faire l'inventaire honnête de tes relations, qui te respectent véritablement et qui exploitent simplement ta tolérance. Qui investit en toi autant que tu investis en eux, et qui ne se manifestent que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Qui célèbre tes succès sincèrement et qui les tolère à peine ou les sabote subtilement. Ces questions sont inconfortables, car leurs réponses exigent souvent des actions difficiles. Mais le respect que tu cherches commence exactement là, dans ta capacité à dire ce simple mot, non pas avec colère ou drama, mais avec la fermeté calme de quelqu'un qui connaît sa valeur et refuse de l'échanger contre l'illusion de connexion qui ne le nourrissent pas. Le vide temporaire que crée l'élimination des relations toxiques est rapidement rempli par des opportunités de connexion authentique avec des gens qui reconnaissent et honorent ta valeur. Précisément parce que tu la reconnais et l'honores toi-même suffisamment pour ne plus accepter moins que ce que tu mérites. La 7e règle sociale qui mine ton respect est celle qui te pousse à célébrer excessivement les autres tout en minimisant tes propres accomplissements, à briller les projecteurs constamment sur autrui pendant que tu restes dans l'ombre, croyant que l'humilité extrême te rendra aimable alors qu'elle te rend invisible. La modestie est devenue une obsession culturelle, te convainquant que reconnaître ta propre valeur est de l'arrogance, que parler de tes réussites est du narcissisme, que prendre de l'espace dans les conversations sociales est de l'égocentrisme. Mais il existe une différence fondamentale entre l'humilité authentique et l'auto-effacement pathologique qui t'empêche de revendiquer légitimement ta place et tes accomplissements. Les stratèges politiques de l'histoire comprenaient que la perception publique se construit largement sur ce que tu dis de toi-même. Car si tu ne définis pas ta propre valeur, d'autres le feront à ta place, généralement de manière qui sert leurs intérêts plutôt que les tiens. Lorsque tu minimises systématiquement tes réussites, lorsque tu attribues chaque succès à la chance ou à l'aide d'autrui en omettant ta propre contribution, lorsque tu restes silencieux pendant que d'autres s'attribuent le crédit pour un travail auquel tu as participé significativement, tu formes les gens à te percevoir comme un personnage secondaire, un assistant utile, mais jamais un acteur principal. Cette image, une fois ancrée, devient extrêmement difficile à corriger. Le paradoxe troublant est que les gens qui chantent constamment les louanges d'autrui, tout en se dépréciant eux-mêmes, ne sont pas perçus comme généreux ou admirables, mais plutôt comme manquant de substance propre, comme ayant besoin de se définir à travers les autres fautes d'identité forte. On te tolère pour ton enthousiasme pour les accomplissements d'autrui. On utilise ta volonté de mettre en lumière les autres, mais on ne te respecte pas vraiment parce que tu ne sembles pas te respecter toi-même.
Le respect est rarement offert à ceux qui ne le revendiquent pas au minimum pour eux-mêmes, qui ne défendent pas leurs propres valeurs, eux qui ne prennent pas leur juste place dans les récits collectifs. La sagesse des anciens nous enseigne que celui qui ne proclame pas sa propre grandeur sera oublié, car l'histoire est écrite par ceux qui osent se positionner comme significatifs. Cela ne signifie pas mentir sur tes accomplissements ou exagérer ton importance, mais reconnaître honnêtement ce que tu as fait, ce que tu as construit, ce que tu as contribué. Quand tu as travaillé dur sur un projet, tu as le droit et même le devoir de revendiquer ta part du succès. Quand tu as développé une compétence rare, tu dois la nommer clairement sans la minimiser. Quand tu as surmonté un obstacle significatif, tu peux partager cette victoire sans la déguiser en chance fortuite. Observe comment les personnes qui commandent véritablement l'influence et le respect parlent d'elles-mêmes. Elles ne sont pas constamment en mode autopromotion, mais elles ne s'effacent jamais complètement non plus. Elles reconnaissent leur contribution avec une aisance naturelle, elles acceptent les compliments gracieusement sans les déflecter immédiatement, elles occupent l'espace conversationnel qui leur revient sans s'excuser d'exister. Cette capacité à se tenir pleinement dans sa propre valeur, sans arrogance mais sans fausse modestie non plus, crée une présence magnétique qui attire naturellement le respect et l'intérêt. Le problème devient particulièrement aigu dans les environnements professionnels, où la visibilité est directement liée à l'avancement et à la reconnaissance. Si tu accomplis un excellent travail, mais que personne ne le sait, parce que tu n'en parles jamais. Si tu contribues significativement à des projets, mais que d'autres récoltent le crédit parce que tu ne revendiques pas ta part. Si tu développes des compétences précieuses, mais que personne ne les reconnaît parce que tu les minimises constamment, tu sabotes ta propre progression. Les décideurs ne peuvent valoriser ce qu'ils ne voient pas, et si tu refuses de rendre visible ta valeur, tu ne peux pas te plaindre lorsqu'elle est ignorée lors des promotions et des reconnaissances. Les maîtres de l'influence comprenaient que l'autopromotion stratégique n'est pas de la vanité, c'est de la gestion de réputation nécessaire dans un monde compétitif. Il s'agit de partager tes accomplissements d'une manière factuelle et pertinente, de documenter ta croissance et tes contributions, de te positionner dans les conversations où ton expertise apporte de la valeur. Cette approche diffère radicalement du narcissisme, qui cherche l'attention pour l'attention, qui exagère systématiquement, qui dévalorise autrui pour se valoriser. Tu peux reconnaître sincèrement les contributions des autres tout en affirmant clairement les tiennes. Tu peux être généreux dans tes compliments envers autrui tout en acceptant gracieusement ceux qui te sont adressés. Ces postures ne sont pas mutuellement exclusives. Commence aujourd'hui à pratiquer l'affirmation équilibrée de ta valeur. La prochaine fois que quelqu'un complimente ton travail, résiste à l'envie de minimiser ou de déflecte et réponds simplement « Merci, j'y ai vraiment mis beaucoup d'efforts ». Lorsqu'une conversation tourne autour de ton domaine d'expertise, n'hésite pas à partager ton expérience et tes connaissances au lieu de rester silencieux par fausse modestie. Quand tu accomplis quelque chose de significatif, documente-le et partage-le de manière appropriée au contexte. Observe comment ces petits ajustements transforment progressivement la façon dont les gens te perçoivent. Tu deviens quelqu'un de substantiel, quelqu'un dont les opinions comptent, quelqu'un qui mérite attention et respect. Le paradoxe magnifique est que lorsque tu te respectes suffisamment pour revendiquer ta place et ta valeur, les autres commencent naturellement à faire de même. Non pas parce que tu l'exiges, mais parce que tu modèles ce que tu mérites et ils suivent intuitivement cette indication. Maintenant que nous avons exploré ces 7 règles sociales destructrices, il est essentiel de comprendre que les connaître intellectuellement ne suffit pas. C'est dans l'application quotidienne, dans les micro-décisions répétées, dans les moments inconfortables où tu dois choisir entre l'ancien confort de la complaisance et le nouveau territoire du respect de soi, que la transformation véritable s'opère. Ces règles ne sont pas des chaînes imposées par des forces externes malveillantes, ce sont des habitudes que tu as intériorisées, des réflexes que tu as développés,
Des patterns que tu peux, avec conscience et persistance, remplacer par des comportements qui honorent véritablement ta dignité et ton autonomie. Le chemin vers le respect authentique n'est pas une destination que tu atteins soudainement. C'est un processus continu de recalibrage, de réajustement, d'apprentissage à travers l'expérience directe de ce qui se passe lorsque tu te tiens différemment dans le monde. Tu découvriras que certaines personnes réagiront positivement à ta nouvelle posture, respectant enfin les frontières qu'elles piétinaient auparavant, valorisant ta présence d'une manière nouvelle précisément parce que tu la valorises toi-même. D'autres, cependant, résisteront, te accuseront d'avoir changé négativement, tenteront de te culpabiliser pour revenir à l'ancienne dynamique qui les servait si bien. Cette résistance est un filtre précieux. Elle révèle qui bénéficiait de ton manque de respect de toi-même. Les grands penseurs stratégiques de l'histoire ont toujours compris que le changement véritable exige non seulement de nouvelles actions, mais une nouvelle identité, une nouvelle compréhension de qui tu es et de ce que tu mérites. Tu n'es pas quelqu'un qui doit constamment s'excuser d'exister, un qui doit gagner son droit à l'espace et à la considération à travers un service perpétuel, qui doit se dissoudre dans les besoins d'autrui pour avoir de la valeur. Tu es un individu souverain, dont les besoins sont aussi légitimes que ceux de n'importe qui, dont les frontières méritent d'être respectées, dont la présence ajoute de la valeur simplement parce que tu es là, avec ta perspective unique, tes talents spécifiques, ton humanité complète. Cette révolution intérieure commence par de petits actes de rébellion contre les conditionnements anciens. Dire non sans s'excuser excessivement. Laisser un silence exister sans te précipiter pour le remplir. Accepter un compliment sans le déflecte. Nommer une transgression au lieu de la laisser passer. Partager un accomplissement sans le minimiser. Mettre fin à une interaction toxique sans culpabilité. Occuper l'espace qui te revient sans permission. Chacun de ces actes est une déclaration de ton droit d'exister pleinement. Un vote pour une nouvelle réalité, où tu n'es plus en négociation constante avec le monde, sur ta légitimité même. Attends-toi à de l'inconfort, car sortir des patterns familiers crée toujours une dissonance, même lorsque ces patterns étaient destructeurs. Ton esprit protestera, te murmurant que tu es égoïste, que tu deviens difficile, que tu vas perdre des relations importantes. Mais avec le temps et la persistance, tu découvriras quelque chose de remarquable. Les relations qui se terminent parce que tu te respectes, enfin, n'étaient de toute façon que des dynamiques exploitatives maintenues par ta complicité. Et de nouvelles connexions, plus saines et plus authentiques, émergent naturellement lorsque tu es clair sur tes valeurs et ferme dans tes frontières. Tu attires ce que tu projettes, et lorsque tu projettes le respect de soi, tu attires des gens qui savent respecter. L'ironie profonde est que toutes ces règles sociales que nous avons explorées te promettaient exactement ce qu'elles détruisaient. Dire toujours oui devait te rendre aimé, mais t'a rendu invisible. T'excuser constamment devait montrer ta sensibilité, mais a révélé ton insécurité. Éviter le conflit devait préserver l'harmonie, mais a créé du ressentiment. Surpartager devait créer l'intimité, mais a dilué ta valeur. Chercher la validation devait confirmer ta valeur, mais a exposé ton vide intérieur. Tolérer l'intolérable devait montrer ta loyauté, mais à signaler ta faiblesse. Te minimiser devait démontrer ton humilité, mais à communiquer ton insignifiance. Chaque règle fonctionnait exactement à l'inverse de sa promesse, parce qu'elles étaient toutes fondées sur le même mensonge fondamental, que ton respect viendrait de l'extérieur, d'autrui, si seulement tu te conformais suffisamment. Mais la vérité libératrice est que le respect véritable, celui qui est solide et durable, ne peut jamais venir uniquement de l'extérieur. Il émerge de l'alignement entre tes valeurs proclamées et tes actions quotidiennes, de la cohérence entre qui tu prétends être et comment tu te comportes réellement, de la capacité à te regarder dans le miroir chaque soir, sachant que tu as honoré tes principes même lorsque c'était difficile. Lorsque cette fondation interne est solide, le respect externe suit naturellement, non pas parce que tu le mendies ou le manipules, mais parce que tu le mérites et que les gens le perçoivent intuitivement.
Tu deviens quelqu'un de substantiel, quelqu'un dont les oui ont de la valeur précisément parce que tes non sont possibles. Quelqu'un dont la présence est désirée parce qu'elle n'est jamais garantie, ou quelqu'un qui commande l'estime simplement en se tenant fermement dans son propre centre de gravité, indébranlable face aux tempêtes d'opinions et d'attentes qui cherchent constamment à te déplacer de ta position souveraine. Les 7 règles que nous avons décortiquées ensemble ne sont que la surface d'un système beaucoup plus vaste de conditionnements sociaux conçus pour maintenir l'ordre, la prévisibilité, la conformité. À toi maintenant de décider si tu continueras à suivre aveuglément ces scripts ou si tu choisiras consciemment d'écrire le tien propre, même si cela signifie décevoir certaines attentes, même si cela nécessite de marcher seul pendant un moment, même si cela exige le courage quotidien de te tenir face à un monde qui préfère les gens dociles, malléables, prévisibles. Le respect que tu cherches t'attend exactement de l'autre côté de cette décision. Dans ce territoire où tu vis selon tes propres termes, où tu traces tes propres frontières, où tu définis ta propre valeur non pas en opposition à autrui, mais en alignement profond avec ce que tu sais être juste et vrai pour toi. Nous voici arrivés à la fin de ce voyage, à travers les mécanismes subtils par lesquels tu as, peut-être inconsciemment, contribué à l'érosion de ton propre respect dans les regards d'autrui. Si ce contenu a résonné en toi, c'est probablement parce que tu as reconnu ces patterns dans ta propre vie, ces moments où tu as senti confusément que quelque chose n'allait pas, que malgré tous tes efforts pour être aimable et accommodant, le respect que tu espérais ne venait jamais vraiment. Cette prise de conscience, aussi inconfortable soit-elle, est le premier pas vers une transformation authentique. Car on ne peut changer que ce qu'on voit clairement. Et voir clairement exige parfois d'affronter des vérités qui ébranlent nos justifications confortables. L'enseignement central qui traverse toutes ces réflexions est simple mais profond. Le respect n'est pas quelque chose qu'on gagne en se diminuant, en se pliant, en disparaissant progressivement dans les besoins et attentes d'autrui. C'est quelque chose qui émerge naturellement lorsqu'on se tient fermement dans son intégrité, lorsqu'on refuse de négocier sur l'essentiel, lorsqu'on trace des frontières claires et qu'on les défend avec une résolution calme mais inébranlable. Les grandes figures de l'histoire qui ont commandé le respect n'étaient pas nécessairement les plus gentilles ou les plus accommodantes. Elles étaient les plus cohérentes, les plus authentiques, les plus courageuses dans leur refus de se compromettre sur ce qui comptait vraiment pour elles. Ce qui rend cette leçon si difficile à intégrer, c'est qu'elle va à contre-courant de presque tout ce que la société t'a enseigné depuis l'enfance. On t'a dit d'être gentil, pas qu'il existe une différence entre la gentillesse authentique et la complaisance pathologique. On t'a appris à considérer les autres, pas à reconnaître que te négliger systématiquement au profit d'autrui n'est ni noble ni durable. On t'a encouragé à l'harmonie, pas à comprendre que certains conflits sont nécessaires et sains, que certaines relations doivent se terminer, que certaines personnes ne méritent pas ta patience infinie. Désapprendre ces conditionnements est un processus souvent solitaire, parfois douloureux, mais ultimement libérateur. La transformation que nous avons explorée ensemble n'est pas une destination finale, mais le début d'une nouvelle manière d'être dans le monde. Une où tu n'es plus en négociation constante sur ta valeur fondamentale, où tu ne cherches plus à convaincre les autres de ton mérite à travers un service épuisant, où tu existes simplement avec la tranquille assurance que tu as ta place, que tes besoins comptent, que ton respect de toi-même n'est pas négociable. Cette posture intérieure, une fois solidement établie, change radicalement la nature de toutes tes interactions, car les gens perçoivent intuitivement ce changement et ajustent leur comportement en conséquence. Tu découvriras que le respect que tu cherchais désespérément à l'extérieur était là tout le temps, attendant simplement que tu le revendiques pour toi-même d'abord. Alors je te laisse avec cette question finale, non pas pour que tu me répondes, mais pour que tu y réfléchisses dans le silence de ta propre conscience. Si tu devais mourir demain, regarderais-tu en arrière sur ta vie avec satisfaction, sachant que tu as vécu selon tes propres termes,
que tu as défendu ce qui comptait, que tu t'es respecté suffisamment pour exiger le même respect des autres? Ou ressentirais-tu le regret amer d'avoir passé tes jours à plaire, à accommoder, à te diminuer dans l'espoir futile que quelqu'un, quelque part, finirait par te valoriser d'une manière que tu n'as jamais osé te valoriser toi-même? La réponse à cette question devrait guider chaque décision que tu prends à partir de maintenant, chaque frontière que tu poses, chaque nom que tu prononces, chaque moment où tu choisis entre la complaisance confortable et le respect difficile, mais digne de toi-même. Si ce contenu t'a touché, si ces réflexions ont éveillé quelque chose en toi, alors prouve-le non pas par un simple like passif, mais par l'action. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin, commente ce que tu as découvert sur toi-même dans ce processus et abonne-toi pour continuer ce voyage de lucidité et de transformation ensemble, car la sagesse véritable ne se consomme pas, elle se vit et se transmet.